Linda Kebab, bonsoir, vous êtes Bonsoir. policière. Quand vous voyez vos collègues comme ça frappés à terre, d'ailleurs, ils n'ont pas d'armes sur eux pour réagir, alors pas forcément d'armes létales, mais je ne sais pas, un taser ou une bombe lacrymo pour essayer de se défendre, parce qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment démunis là. En fonction du contexte, quand vous êtes en train d'interpeller une personne et que, parce que c'est ce qu'il fait, elle, et appelle à empêcher son interpellation, vous avez soudainement et massivement du monde sur le dos. Et quand bien même vous avez un pistolet à impulsion électrique, vous n'avez pas forcément la possibilité ou le temps de le sortir. En fait, vous vous retrouvez complètement pieds et poings liés à prendre des coups. Enfin, c'est une pluie de coups qui leur tombe dessus. Et évidemment, ils ne peuvent pas sortir leur arme létale parce que sinon, à cette heure-ci, c'est de leur détention provisoire dont on parlerait à cet instant. Et pouvoir utiliser honnêtement de l'arme intermédiaire, encore faut-il l'avoir. Encore faut-il avoir le temps et la possibilité de le faire. Et puis surtout, quand tout va très vite, vous n'avez même pas le temps de voir, même d'avoir l'appréciation de la situation. Le Là, collègue vous voyez qui se voit... probablement pas combien ils étaient, mais si vous regardez les images, ils sont au moins 7 distincts sur la photo Alors contre 2 fonctionnaires de Oui, police. être il y a à deux, même c'est un nombre. insuffisant aussi, parce que dans ces cités où effectivement on peut se retrouver comme ça, Piégé, enfin. piégé et quasiment lynché par des jeunes ou des moins Mais jeunes. c'est la norme, hein, de toute manière. Deux, c'est suffisant. Pour moi, j'estime que c'est totalement insuffisant. Il y a un système opérationnel, en tout cas, il y a une pratique opérationnelle, mais qui est en réalité très théorique chez nous, et qui ne se retrouve pas sur le terrain, c'est la triangulation. C'est-à-dire de patrouiller toujours à 3, sauf qu'en réalité 3, c'est au mieux ce qu'on peut retrouver dans une patrouille. Or, il faut toujours un effectif pour surveiller la voiture. Pour qu'il y ait un œil extérieur, pour bien expliquer aux gens, la triangulation, c'est qu'il y a 2 opérationnels et un œil extérieur. En gros, chacun surveille les arrières de l'autre, et donc il en faut 3. Donc en gros, ça fait une sorte de triangle lorsqu'on intervient. Donc il en faudrait au moins 3, mais dans la pratique, ça n'est jamais le cas, même en région parisienne. Dans des grosses communes où il y a une délinquance exacerbée, où les effectifs interviennent régulièrement à 2 parce que le troisième et le chauffeur est occupé à surveiller la voiture. Donc déjà, il y a un problème d'effectifs. Ensuite, il y a tout d'abord, en fait, on peut être l'effectif que l'on veut. Je suis déjà intervenu à 3, 4, 5 effectifs. Ça n'a pas empêché au moment d'interpeller d'avoir suffisamment de monde, en tout cas, et on va dire proportionnellement au nombre que l'on était, nous, comme policiers, en tant que policiers, pour tenter de libérer l'auteur. Parce qu'il faut considérer une chose toute simple, c'est que ces gens-là voient les policiers comme un gang, ou en tout cas comme une bande concurrente, ou en tout cas qui pose problème dans leur business. Qui les gêne. Bien sûr, qui pose problème. Il n'y a absolument pas de peur. Enfin, à partir du moment où vous avez des personnes qui vont au contact des policiers, vous ne pouvez pas signifier la moindre peur chez ces personnes-là. Mais le préfet de police, Guillaume Farr, dit oui, mais c'est parce qu'on les embête. En fait, en ce moment, on est en train de démanteler des points de deal, notamment la Castellane. C'est pour ça aussi qu'ils réagissent comme ça. C'est vrai. C'est paradoxal, mais bon. Non, on les embête, mais enfin bon, quand même, ils n'hésitent pas à taper les policiers. Combien de points de deal ont été démantelés à Marseille depuis 2020 ? 40%. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le dernier rapport de la 4e chambre de la Cour des comptes. Combien ont été reconstitués à côté ? Beaucoup moins que cela. Beaucoup moins que cela. Pour une raison simple, c'est que ce qui a été mis en place depuis notamment 4 ans à Marseille, c'est ce qu'on appelle l'approche globale. C'est-à-dire qu'on demande à des compagnies de CRS d'être à demeure, d'aller tenir le terrain pour gêner le trafic. Le trafic est gêné. Il y a eu plusieurs dizaines d'arrestations, ne serait-ce que depuis le début de l'année. D'où cette réaction. Notamment, après ça, c'est pas nécessairement la réaction de toute la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants à Marseille. Il s'avère que j'y étais la semaine dernière. J'ai pu rencontrer beaucoup des opérationnels qui luttent activement contre le trafic de stupéfiants à Marseille. Que disent-ils ? D'abord que la politique de pilonnage des points de deal, elle a pu être critiquée, caricaturée à certains égards, mais elle porte ses fruits. Il y a une division par plus de 2 du nombre de narcomicides par rapport à l'année dernière. On était monté à 47, les 2 années précédentes étant 31, on n'est même pas à 20 cette année. Qui le dit ça ? Mais la conséquence de ces chiffres, c'est le fait aussi qu'on a beaucoup emprisonnés. Et qu'il y a un nombre important de trafiquants de stupéfiants qui sont derrière les barreaux. Quant à la fameuse DZ Mafia... Parfois, qui continuent leurs petites affaires derrière les barreaux. On l'a vu encore récemment, on peut commanditer un meurtre alors qu'on est en prison. Pour l'un d'entre eux, mais la conséquence de la vidéo des gens de la DZ Mafia qui narguent les autorités, c'est 19 de leurs membres qui, à l'heure où on se parle, dorment sous les barreaux. Et ils sont 23. Donc il ne faudrait pas dire qu'ils ont gagné, c'est-à-dire que les policiers, au contraire, regagnent du terrain. Mais dire qu'ils ont gagné, c'est insultant pour ceux qui sont au travail. Quand vous allez au bureau de l'OFAST à Marseille,
vous voyez des gens extrêmement motivés qui arrêtent d'autres personnes. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des magistrats marseillais qui avaient dit il y a quelques temps la bataille est en train d'être perdue. Nicolas Besson. Marseille se transforme en ville de narcotrafiquants. Le procureur de la République de Marseille, le même qui a annoncé que 19 personnes sont actuellement en détention provisoire, parmi celles Vous nous dites en fait non, c'est pas vrai. En ce moment, on est en train de regagner territoire par territoire. En tout cas, les chiffres montrent qu'il y a une politique volontariste et qu'elle porte ses résultats. Est-ce suffisant? Non. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a énormément à faire, notamment dans le renseignement criminel. En réalité, on part de tellement loin qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que l'on a réussi ou pas. Tout le travail qui est mené depuis peu, et notamment depuis Marseille en grand, c'est sur le long terme qu'on va pouvoir le définir. Parce que comme vous l'avez dit il y a quelques instants, la plupart des têtes de réseau, en tout cas ceux qui étaient sur le territoire national, sont derrière les prisons. Sauf qu'on sait que pour certains d'entre eux, l'activité continue. Ce qui se passe, et notamment pour certains groupes criminels, qui ont sévi et qui continuent de sévir sur Marseille, peut-être avec moins de grande importance parce que justement il y a ces pilonnages, c'est qu'il y a une délocalisation de l'activité. Aujourd'hui, des groupes criminels comme eux peuvent très bien recruter via les réseaux sociaux et mettre en place à distance ou alors avec une présence très ponctuelle, des réseaux, des points de stup, dans des villes comme à Nîmes, Lyon ou plus au nord encore de Marseille. Ce qui veut dire qu'en gros, l'activité, elle est étalée. Ce dont on parle moins, c'est peut-être aussi les moyens que l'on aurait pu mettre sur la question du blanchiment d'argent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'enrichissement au niveau criminel de ces groupes-là est moindre. On dit oui, il y a moins de points de deal, donc c'est vrai qu'au quotidien, on peut estimer qu'il y a... Donc vous dites on pourrait saisir par exemple les avoirs, comment ça se décline? Il y a aujourd'hui une législation et il y a des règles autour du gel des avoirs, mais la plupart, déjà, alors il y a une partie des avoirs qui se retrouvent à l'étranger. Or, la coopération internationale, même si elle est de mieux en mieux, elle n'est pas parfaite non plus. Et puis, il y a aussi le fait que, de toute manière, ils n'ont pas mis les moyens suffisants sur la question du blanchiment d'argent. D'ailleurs, sur Marseille... Comment ça se passe, le blanchiment d'argent? Sur Marseille, il y a deux éléments qui ont été frontalement attaqués. C'est le trafic de stupes à proprement parler, c'est-à-dire l'activité de vente points de deal, les points de deal, et la délinquance de voies publiques de proximité, le flagrant délit, les vols à l'arraché, etc. 35 000 AFD à Marseille depuis le début des amendes ça va notamment, évidemment, que les points de deal. C'est qu'il faut aussi remonter la filière et le blanchiment. Il y a évidemment la question à l'international, il y a la question du blanchiment d'argent. L'office qui travaille derrière tout le blanchiment d'argent, est-ce qu'il a été renforcé? Pas autant qu'il aurait fallu. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on peut dire que c'est bien, mais on ne peut pas se projeter sur le long terme et assurer que, de toute façon, de manière pérenne, Marseille est complètement dégangrénée du trafic de stupes. Mais le blanchiment d'argent, ce n'est pas les flux financiers qui partent à Dubaï. Ça c'est une partie du phénomène, mais ça ne concerne qu'une partie aussi limitée des délinquants. Le blanchiment d'argent, c'est le commerce de proximité. C'est l'établissement de nuit, c'est le bar, c'est l'établissement de jeux clandestins. C'est ça, le blanchiment d'argent. Et en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir accélérer sur les fermetures administratives de ces établissements. Aller plus vite pour faire plus mal, parce que c'est là que vous blanchissez. C'est localement. C'est pas on a un bar. Bien sûr, ou un établissement de nuit en général. Sur ça, on accuse beaucoup de retard. Et là, effectivement, il y a des améliorations législatives. Parce que d'abord, la législation ne le permet pas toujours efficacement, parce qu'il faut démontrer qu'il y a un lien entre le trafic de stupéfiants et l'établissement en question. Ça n'est pas toujours simple. D'où, en fait, la nécessité de renforcer le renseignement criminel. Il y a un grand enjeu, c'est que quand on a voulu lutter contre l'islamisme radical dans les années 2010, on a eu une réforme des services de renseignement, une législation adoptée et un rehaussement des moyens. Et là, il faudrait faire exactement la même chose. Et c'est ce qui est en cours. C'est-à-dire, ce que je dis là n'est pas... Mais il manque quoi? Il manque une volonté politique? Il manque d'abord de transformer l'existant en un véritable service de renseignement. Il manque des moyens numériques parce que beaucoup de choses se passent, comme ça a été dit, sur les réseaux sociaux et que les enquêteurs n'ont pas toujours la possibilité d'obtenir les bonnes informations ou d'avoir une bonne coopération. Si on a emprisonné le dirigeant de Telegram, c'est pas pour rien. Tout se passe sur cette application. À l'heure où on se parle, on peut se géolocaliser et se faire livrer chez soi des stupéfiants. Les points de deal, c'est une chose, mais maintenant, effectivement, on peut être livré à domicile. En fait, là, il y a une part infime des consommateurs. Le cannabis, c'est 900 000 consommateurs quotidiens. Combien vont effectivement sur les points de deal? Une minorité d'entre eux, et en plus les plus précaires sur le plan social, qui vont en proximité et qui prennent des risques. Ceux qui consomment du cannabis c'est pour ça que les amendes contre les consommateurs ont des limites, parce que il faut aller chez les gens. C'est le recouvrement, on a 30% de recouvrement, ce qui est quand même assez faible. Mais celui qui a une consommation bourgeoise du cannabis, vous ne le retrouvez pas sur un point de deal. C'est pas le genre de lieu qui sera livré chez lui. Et il est à l'abri. Il est à l'abri.
Notamment. Donc il faut taper plus fort le consommateur et il faut améliorer les services de Et renseignement. revenons quand même sur ce qui s'est passé à la Castellane. Donc on n'a toujours pas trouvé les agresseurs. On va les trouver sans doute peut-être parce qu'ils sont dans le coin, On espère ils qu'ils sont vont dans être la cité. interpellés assez rapidement, que c'est des gens du quartier Voilà. et qu'avec la vidéo et qu'avec le renseignement, Que les enquêteurs l'espèrent. va-t-il se passer pour eux? Ils risquent quoi en fait? En théorie, je vous dirais, si on se peut-être fie des au code mineurs, pénal, bon, on va voir. les violences volontaires en Violence réunion sur volontaire personne, sur personne dépositaire voilà, de l'ordre donc public. ça amène à 5 voire 7 ans avec Exact. le cumul des circonstances aggravantes. Dans les faits, je vous dirais pas grand-chose parce que ce sont souvent... Alors, il y a déjà une qualité de vidéo qui est pas terrible. Tout le monde n'est pas clairement identifiable, même s'il y a certaines silhouettes, certains profils, certaines Après, chevelures qui sont on sait difficilement... où ils vivent à peu près. Enfin, ils sont Oui, dans mais la cité, le problème, c'est non. qu'on a un système aujourd'hui, alors je le critique pas, c'est factuel, c'est que la parole du policier vaut autant que celle du mis en cause, et que lorsqu'un policier, on a le fait d'ailleurs sur... Non, mais là, on a des images. Alors, je vous ai parlé de la qualité des images, donc tous C'est-à-dire les que- auteurs attendez, ne sont pas allez aisément au bout de votre identifiables sur la raisonnement. vidéo. Je vous ai dit sur la vidéo, il y a certaines silhouettes, certaines chevelures, certains profils Non, qui mais en effet seront Linda Kebab, qu'est-ce que vous me dites inévitablement que identifiés. la parole du policier vaut celle du délinquant? Factuellement, et on le retrouve régulièrement, vous savez, avec l'éternelle histoire, je digresse un peu, mais c'est le même parallèle. Vous savez, les Black Blocs qui reviennent éternellement dans les manifestations parce que même présentés à des magistrats, ils ne sont pas condamnés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve matérielle Donc de ils leur disent, présence. c'était pas moi. Parce que les caméras ne les filment pas frontalement et que la parole du policier, eh bien, ne vaut pas Donc, dans le grand-chose doute, on libère. factuellement. Donc dans le doute, on libère. On condamne Parce moins, que- en tout cas, c'est ce que vous Bah, dites. non, il y a infraction insuffisamment caractérisée. Ok. C'est la norme. On peut Voilà. retrouver des traces aussi ADN. Parce Oui, que là, il mais y a eu alors un ça, c'est contact si on pousse, physique. l'investigation jusqu'au bout. Mais là, sur ce type de fait, quand vous avez un contact comme ça, des tirs de cailloux, enfin des cailloux qui sont Projectiles, lancés, des coups de pied qui sont Assénés, ouais. assénés aux policiers, vous avez peu de chances de retrouver des traces matérielles sur les auteurs. Donc si vous en retrouvez, c'est bien. Mais de là, de toute façon, c'est simple, on peut tergiverser autant qu'on veut. Il suffira juste dans quelques jours que vous fassiez un petit rétexte et que vous nous disiez, après les interpellations, quelles ont été les condamnations. Interpellé ou pas, condamné ou pas, à combien, et Voilà. on en reparlera. Oui. Après, on disait il y a 10 jours qu'on ne retrouverait pas les auteurs de la vidéo de la DZ Mafia parce que cagoulés, tout en noir et voix déformée par un moyen informatique. Bon, il s'avère que l'histoire est écrite différemment. Donc je crois qu'il faut aussi raison garder sur la capacité Des fois, il y a des fois qu'on ne trouve pas. Hein. On Oui, a toujours pas évidemment. retrouvé, Mohamed Amara, oui, voilà, ça le prend, fameux. oui, ça prendra le temps que ça prendra, mais on peut prendre ce pari ici et maintenant qu'on finira par le retrouver. Donc le temps joue contre lui. Après, s'il est à Exactement. l'étranger, ça prend plus de temps, évidemment, puisque c'est pas vous qui avez la possibilité d'enquêter sur votre territoire. Mais après ce genre d'image, est-ce que vos collègues se disent à quoi bon aller intervenir dans ces cités pour prendre des coups? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Enfin, vous savez, on sait pourquoi on embrasse ce métier et on sait qu'on a affaire à des justiciables qui ne sont pas là pour se laisser interpeller. Enfin, je veux dire, les cas d'école, c'est bon pour ceux qui ne connaissent pas le métier. Donc, évidemment qu'il faut savoir prendre en charge les policiers qui sont blessés parce qu'il y a un impact physique, il y a un impact psychique. Mais également, la réponse judiciaire, elle participe aussi à cette réparation. À côté de ça, les policiers, ils n'ont pas l'intention de lâcher le terrain. Enfin, je veux dire, quand on est policier à Marseille, on sait très bien pourquoi est-ce qu'on décide d'être dans une brigade de contact. C'est le cas C'est la brigade spécialisée de terrain, la BST. C'est une brigade qui va au Mais contact ça, c'est des quotidien, auteurs. ces scènes-là, filmées ou pas filmées, c'est pas le problème. Pas Oui. autant de violence, mais au quotidien, il y a des difficultés, oui, à aller Parce qu'il est interpeller. un de vos collègues qui est décrit comme étant très costaud. Hein, c'est-à-dire qu'il faut y aller pour le faire tomber. Oui, mais par terre. de toute Donc, façon, c'est ils quand y même vont à 10 contre 1. Des gens aguerris, c'est-à-dire. Non, mais ils y vont à 10 contre 1, monsieur Oui, oui. Truchot. Donc, vous pouvez être le plus aguerri au Oui. monde. Les gars savent très bien. Et puis, ils arrivent par derrière, en plus, souvent. Puis, ils te frappent à la tête. Enfin, je veux dire, si c'était les hommes les plus courageux du monde, ça se saurait. Et si l'un des policiers avait tiré, Je vous dis très sincèrement. ça aurait été heureusement, disproportionné. Parce que, mais ça, par- c'est vous qui le dites. parce que le Alors, régime pour défense, c'est alors- en fonction de pour ce qu'il y a en information, face, si j'ose dire. Pour information, lorsque vous avez un groupe de personnes qui, même à main nue, potentiellement peuvent tuer, parce que ça arrive, hein, vous avez vu, avec les conflits entre bandes de jeunes qui se tapent avec des bâtons, parfois il y a des morts. Donc à partir du moment où il y a un risque mortel, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser une arme pour sauver votre propre vie. La question, c'est toujours l'appréciation d'un fait dans une situation comme celle-ci, qui est quand même décortiquée par des personnes, comme vous et moi, à cet instant, ou sur leur Probablement. fauteuil au tribunal, et bien sous la clim, derrière le chauffage, et qui ont tout leur temps pour décortiquer et juger de l'action d'un Que policier. dit la loi en la matière? Nécessité, simultanéité, proportionnalité, c'est les 3 critères. Après, effectivement, ça se passe sur le fait, et puis on a toute la vie, ou presque, pour analyser ce qui s'est passé. C'est un peu la petite injustice. Vous avez une fraction de seconde pour décider, Pour prendre la décision. et des années pour ensuite en débattre.